Joliba Afternoon News. Lancement du Front des forces pour le changement et l'émergence, Force Faso Benko. Nous aurons également des détails. Contes et musique traditionnelle, l'association Ngaboloen forme des jeunes déscolarisés. Mesdames et messieurs, bienvenue au journal sur Joliba TV News. Le chef d'état-major général des armées informe la population que suite aux exactions, assassinats ciblés et brûlures des récoltes régulièrement perpétrées contre les populations, les forces armées maliennes ont entrepris ce lundi 25 octobre 2021 des patrouilles aéroterrestres dans la zone de Ndola, commune de Niono, ayant permis l'interpellation de 14 suspects mis à la disposition de la gendarmerie nationale pour des besoins d'investigation judiciaire. Les 8 mosquées des logements sociaux de Ntabakoro se sont réunies pour célébrer l'anniversaire du baptême du prophète Mohamed, paix et salut sur lui. La nuit a été célébrée à travers un prêche sur l'esplanade de la mosquée Kadidiatou Al-Koubra. Aruna Salia connaît pour le reportage. Ils sont des fidèles de 8 mosquées réunies à la mosquée Kadidiatou Al-Koubra des 1552 logements de Tabakoro. Comme à l'accoutumée, ils célèbrent ensemble l'anniversaire de la naissance du prophète Mohamed, paix et salut sur lui. Il y a un certain nombre de mosquées qui se sont mis ensemble pour tenter de célébrer le Mawlud. Et la célébration se fait chaque année à tour de rôle et par tirage. Ma mosquée est donc la dernière à célébrer ce Mawlud. C'est la paix que les organisateurs ont choisi comme thème pour l'édition de cette année. Nous saluons toutes les mosquées qui participent à cette célébration. Cette initiative signifie qu'il y a la paix entre nous. Cette cérémonie témoigne de notre amour envers le prophète. Nous souhaitons que la paix et la stabilité règnent dans ce pays. La présidente de l'Association des Sœurs Unies des logements sociaux de Tabakoro appelle à l'unité, à la paix et au soutien à la transition. Je demande à toute la population de Tabakoro ainsi que à tout le Mali vraiment d'être unis. Franchement, de s'écouter. Je demande à Allah le Tout-Puissant qu'il nous accorde la paix, la santé et surtout la réussite de cette transition. La célébration de ce dimanche intervient une semaine après celle de la naissance. Elle marque l'anniversaire du baptême du prophète des musulmans. C'est officiel, le Front des forces pour le changement et l'émergence, Force Faso Benko, est lancé. Objectif, écouter les Maliens dans les faits pour servir le Mali de demain. Adama Sanogo pour les précisions. En cette période transitoire, la refondation reste une priorité des autorités de la transition et de la société civile. C'est dans cette optique d'apporter sa pierre à l'édifice que le Front des forces pour le changement et l'émergence Force Faso Benko a été créé. Une sécurité par tous et pour tous, la quête d'une meilleure gouvernance participative non centralisée, la santé à moindre coût sont entre autres objectifs recherchés par ce projet. Les raisons qui expliquent la mise en place de ce front pour le Mali, elles sont toutes simples. C'est qu'aujourd'hui, nous estimons que, d'ailleurs, comme ça devrait être toujours le cas, chaque Malien, en sa manière, où qu'il soit, quelle que soit sa responsabilité, devrait prendre ses responsabilités et d'apporter sa part de construction nationale. Pour mener cette lutte à hauteur de souhait, le Front des forces pour le changement et l'émergence Force Faso Benko propose son programme en 4 axes. D'abord, nous estimons que la sécurité est devenue le besoin le plus vital pour les Maliens. Et un deuxième axe qui porte sur la gouvernance et les réformes. Et cette gouvernance, nous pensons qu'elle doit être inclusive, responsable et partagée. Et un troisième pilier qui porte sur une gestion responsable et efficace du capital humain. Et un quatrième pilier, bien sûr,
qui porte sur la production nationale. Vous savez, politique, gouvernance, sécurité, tout ceci ne peut exister sans du travail. Les associations et mouvements qui ont adhéré au projet trouvent l'initiative très réfléchie. Selon eux, elle répondra aux besoins des Maliens. Je fais mienne de la plupart des propositions des Faso Benko parce qu'aujourd'hui, les problèmes sont connus de tous. Ils ont su se démarquer des autres en faisant des propositions concrètes, en portant même un projet dans ce sens. On était dans cette dynamique et on se retrouve avec des volontaires engagés qui en fait doivent être accompagnés. Donc cette approche, pour moi, elle est inclusive, elle est importante. D'autant plus que l'un des axes très importants, c'est la valeur culturelle. Le Front des forces pour le changement et l'émergence Force Faso Benko invite tous les autres projets à œuvrer dans ce sens, c'est-à-dire la recherche de la stabilité sur toute l'étendue du territoire afin de conduire le bateau Mali à bon port. La Fondation Empower Mali a construit 3 salles de classe à Siémé dans le cercle de Kadiolo. La cérémonie d'inauguration a eu lieu ce samedi 23 octobre en présence de Nyankoroye Samake, le président de la Fondation. Suivons le reportage de notre envoyé spécial Moussa Tembini. Les infrastructures construites sont composées de 3 salles de classe, 6 latrines, un bloc pour le logement des enseignants et une direction. Ces infrastructures ont coûté 30 millions de francs CFA, financées par la Fondation Empower Mali. Le représentant du directeur du centre d'animation pédagogique s'est dit ravi d'avoir ce joyau dans son cap et remercie les donateurs. Nous sommes très satisfaits de la construction de cette classe, dans la mesure où c'est un cadre idéal pour les enseignants et aussi bien que pour les élèves. Surtout quelqu'un qui œuvre dans le domaine de l'éducation surtout est à remercier. La Fondation Empower Mali est impliquée dans plusieurs domaines d'activité à travers le Mali. Bon, la Fondation Empower Mali est impliquée dans beaucoup d'initiatives au Mali. C'est une fondation qui est basée aux États-Unis, dont je suis membre fondateur. Aujourd'hui, nous avons construit 43 écoles au Mali, c'est-à-dire 3 salles de classe multipliées par 43, 129 salles de classe. À travers le Mali, nous avons aussi fait une quinzaine de forages à travers le Mali aujourd'hui et beaucoup d'autres forages à venir parce que nous avons acheté une machine, une foreuse, qui nous permettra de promouvoir l'accès à l'eau potable, qui est aujourd'hui un besoin dans pratiquement toutes les localités du Mali. Le PACP est un parti précurseur sur la scène politique avec des actions concrètes au dire de son président. PACP, dont je suis le président d'honneur, nous croyons fermement que diriger, c'est servir. Diriger, c'est servir. C'est pourquoi aujourd'hui, le Parti pour l'action civique et patriotique est un parti précurseur de l'action concrète sur la scène politique malienne. Nous entendons engager une forte rivalité avec tous les partis politiques sur l'échiquier politique malien. Que ce ne soit plus des propos bienveillants, que ce ne soit plus des promesses creuses, que ce soit des actions concrètes qui distinguera les acteurs politiques du Mali. La cérémonie a pris fin avec la coupure du ruban et quelques notes musicales du tiroir. D'un sujet à un autre, après avoir assuré la présidence en 2017, le Mali s'apprête de nouveau à diriger la force conjointe du G5 Sahel à partir de février 2022. Quels sont les enjeux de cette présidence pour le Mali? El Hadji Malick Guité s'est entretenu avec Jérôme Pigné, président et cofondateur du réseau de réflexion stratégique sur la sécurité au Sahel. Bon, je pense que les enjeux pour le Mali, indépendamment de la situation politique et de la transition que nous connaissons actuellement, les enjeux pour le Mali, c'est d'assurer une certaine forme de continuité et d'élargissement des objectifs à atteindre du G5 Sahel et de cette présidence. En 2017, le Mali avait eu la présidence et avait permis d'insuffler une certaine dynamique au niveau de la coopération sous-régionale. Aujourd'hui, il faut
Au niveau du G5 Sahel, renforcer évidemment la cohérence et la cohésion entre les États, et avec un focus notamment sur l'espace qu'on appelle l'espace des 3 frontières, entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Il faut peut-être mettre à jour la stratégie de sécurité et développement qui a été un document validé déjà il y a plusieurs années par le G5 Sahel. Il y a un certain nombre de réformes sur lesquelles, organisationnelles, sur lesquelles les pays travaillent avec le secrétariat exécutif. Donc je pense que c'est le moment aussi véritablement de mettre l'accent sur les objectifs à atteindre en matière de jeunesse, en matière de femmes, en matière de société civile, comment renforcer les mécanismes d'anticipation et de réaction aux crises, notamment dans cet espace transfrontalier. Je pense qu'on a beaucoup parlé ces dernières années de la force conjointe du G5 Sahel et on a mis peut-être un petit peu de côté toutes les questions non militaires liées à la stabilisation de la sous-région. Les populations de Kalambambougou ont tenu hier matin une assemblée générale suite à la mauvaise qualité des eaux fournies par la Société malienne de gestion de l'eau potable Somagep. Les habitants de ce quartier périphérique de Bamako interpellent les autorités en charge de sa gestion pour assumer leurs responsabilités avant qu'il ne soit trop tard. Suivons le reportage de Moussa Tembini. Aujourd'hui, l'objet vraiment de l'assemblée, c'est dans un premier temps, informer la population vraiment de la situation que nous vivons par rapport vraiment à l'eau potable de la Somagep. De deux, trouver une solution, comment trouver une solution par rapport vraiment à la dégradation vraiment de l'eau concernant la population de Kalambambougou. Donc le but même de l'Assemblée aujourd'hui, c'est un peu ça, c'est par rapport à ces 2 points. Donc aujourd'hui, par rapport à ça, comme solution, si je peux me permettre de le dire, comme solution par rapport à ça, c'est de voir ensemble comment aider, on peut dire comment aider l'État. Parce que face à ces genres de situations, c'est la population qui peut aider l'État maintenant à faire une sortie de crise. Parce qu'on peut dire que c'est une crise, c'est une pandémie aujourd'hui qui travaille partout. Parce qu'on voit que nos parents, nos enfants, nos mamans, nos papas sont tous tombés malades par rapport à l'eau. Parce que la couleur de l'eau a changé. Donc la solution, c'est quoi aujourd'hui? C'est de donner la main, voir vraiment les techniciens à la matière, comment revoir maintenant pour que vraiment l'eau revienne vraiment comme il était avant. À présent, l'image du jour consacrée aux tortues marines. Les tortues marines sont les tortues de la super famille des clélonioïdes. Elles sont présentes dans tous les océans du monde à l'exception de l'océan Arctique. La tortue lutte est la plus grande, mesurant 2 mètres de long, de 1 mètre à 1,5 mètre de large et pesant 600 kg. La taille moyenne des autres espèces va de 50 cm à 1 mètre et est proportionnellement moins large. Ces espèces sont toutes vulnérables ou menacées. Elles font localement l'objet de protection ou de plans de restauration, mais la pollution, le braconnage et les prises accidentelles par engins de pêche restent des causes préoccupantes de recul de populations déjà très relictuelles. Les tortues marines, comme les autres tortues, sont des reptiles ectothermes disposant d'un système respiratoire pulmonaire qui correspondait à une adaptation complète à la vie terrestre. En supplément des reins, des glandes lacrymales près de leurs yeux sont capables d'expulser des excédents de sel de leur circulation sanguine. Ces glandes lacrymales transformées en glandes à sel expliquent notamment les larmes des femelles lorsqu'elles viennent pondre. Leur métabolisme est capable de supporter les fortes concentrations de CO2 lors des plongées profondes. Elles peuvent extraire 35 à 52% de l'oxygène de leur respiration. Leur vision est très développée. Leurs yeux sont protégés par 3 paupières. Leur ouïe est particulièrement fine, même si elles n'ont pas d'oreilles externes, mais une
oreille interne sous une plaque auditive. Leur odorat est en revanche assez peu performant. Les tortues marines n'ont qu'un seul orifice excréteur qui sert également pour la reproduction. Suivons à présent l'actualité internationale avec Fanta Diarra. Le 27e Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO, se tient en présence des présidents burkinabés et sénégalais. Le réalisateur mauritanien Abderrahmane Sissakou, président du jury, souligne une production cinématographique très riche qui montre l'évolution du cinéma africain et sa force également. Le réalisateur somalien Ahmed Kadar remporte l'étalon d'or du Yeninga pour son premier long métrage La femme du fossoyeur. Des manifestants soudanais brûlent des pneus et bloquent les routes lors des rassemblements dans les rues de la capitale, Khartoum, pour protester contre les détentions de membres civils du Conseil de gouvernement soudanais et du ministre du gouvernement de transition. L'armée soudanaise a arrêté lundi des dirigeants civils, notamment le Premier ministre, parce qu'il refusait de soutenir un coup d'État, a annoncé le ministère de l'Information, après des semaines de tensions entre militaires et civils qui se partagent le pouvoir depuis 2019. C'est un coup d'État militaire, dénonce l'Association des professionnels, l'un des fers de lance de la révolte de 2019 qui a mis fin à 30 années de dictature d'Omar el-Béchir dans ces pays d'Afrique de l'Est, l'un des plus pauvres au monde. Avec le syndicat des médecins et des banques, ils appellent à la désobéissance civile à Khartoum déjà plongé dans le chaos, sans Internet et avec des rues noires de monde se demandant quel nouveau rebondissement arrive dans un pays déjà secoué par un coup d'État manqué il y a un mois. Dans un pays où les télécommunications sont de plus en plus aléatoires et la télévision d'État a été prise d'assaut par des soldats sans qu'aucune annonce n'y soit faite, seul un canal subsiste. La rumeur courait à Khartoum qu'un remaniement ministériel était imminent et que l'armée cherchait à étendre son influence au sein des autorités de transition. Mais Hamdok, qui parlait depuis des jours de crise, la plus grave et la plus dangereuse pour la transition, avait assuré ne pas avoir accepté. En Afrique du Sud, une entreprise est tombée sur une pépite d'un nouveau genre, un gémissement d'hélium à la concentration la plus riche de la planète. On était en train de négocier notre combat pour l'énergie. On avait besoin d'analyser un échantillon de gaz prélevé le jour même. Donc on est venu, on a pris l'échantillon de gaz, on l'a rapporté à Johannesburg et c'est là qu'on a découvert qu'il y avait des concentrations variantes entre 2% et 4% d'hélium dans notre gaz et c'est là qu'on a compris qu'on était sur quelque chose de vraiment spécial. Sur les 7 pays qui produisent actuellement l'hélium, les États-Unis sont numéro 1. Les États-Unis produisent environ 0,35%. Notre moyenne est de 3,4%, donc c'est déjà 10 fois plus élevé que les États-Unis. Et c'est notre moyenne. Nous avons des puits ici à 12%. C'est absolument sans précédent, jamais vu auparavant. Le projet a rapidement attiré l'attention de beaucoup de monde et nous avons obtenu un financement du gouvernement des États-Unis par l'intermédiaire de l'OPIC, Overseas Private Investment Corporation, et aujourd'hui la DFC, Development Finance Cooperation, pour construire ce projet. C'est stimulant d'un point de vue scientifique, d'un point de vue chimique, d'un point de vue technique. Il y a toutes choses cool qui se passent. Renergen installe actuellement une vingtaine de puits d'une profondeur de 500 mètres. Le gaz extrait est utilisé dans un projet pilote pour faire rouler des bus moins polluants et des stations de ravitaillement en GNL pour les camions en Afrique du Sud sont aussi prévues d'ici la fin de l'année, en partenariat avec Total. Dans les années à venir, la société vise une production de 5 tonnes par jour, soit 7% de la production planétaire, selon Marani. Le président de la COP26, Alok Sharma, annonce qu'un objectif vieux de 10 ans, consistant à ce que le pays riche verse 100 milliards de dollars par an pour aider les plus pauvres à lutter contre le changement climatique, devrait pouvoir être atteint en 2023. Cet objectif aurait dû être atteint en 2020 et le fait que les pays développés n'y soient pas parvenus est devenu un point de discorde majeur à l'approche du sommet COP26, qui débute la semaine prochaine à Glasgow. Alors Sharma,
président de la COP26. Aujourd'hui, le plan permet de croire que les 100 milliards seront atteints en 2023. Et surtout, le plan prévoit que les 100 milliards seront dépassés les années suivantes avec 117 milliards mobilisés en 2025. Dans l'ensemble, ce plan marque un progrès significatif sur une question totémique. Mais bien sûr, notre tâche en matière de finances dans le domaine climatique est loin d'être terminée. Il est crucial d'augmenter les sommes disponibles pour l'adaptation au climat et d'améliorer de toute urgence l'accès au financement. Notre travail se poursuit donc, mais nous pouvons franchir aujourd'hui une étape importante qui, je l'espère, permettra de rétablir la confiance et de créer un élan dans cette dernière ligne droite avant la COP26. L'Institut international pour l'environnement et le développement s'est félicité de son côté que le plan publié transforme enfin des mots en actes. Cela va contribuer à mettre la COP26 sur les rails. Lors de la COP26, le gouvernement britannique espère persuader quelques 200 pays de faire davantage pour réduire les émissions dans l'espoir de parvenir à contenir le réchauffement climatique en dessous de 1,5 degré Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle, seuil ambition fixé en 2015 par les accords de Paris. Un mot de culture dans cette édition formée en conte et en musique traditionnelle par l'association Culture Ngamboloen. 10 jeunes déscolarisés dont 8 filles ont représenté le vendredi 22 octobre 2021 à la compagnie culturelle Acte 7 les spectacles issus de la phase 2 de leur formation intitulée Nzirini Kalanso, des jeunes outillés pour embrasser une carrière artistique. Suivons le reportage de Youssouf Kone, Bakoroba, Niari. Ils sont 10 jeunes déscolarisés, dont 8 filles et 2 garçons âgés entre 16 et 20 ans, à prendre part à cet atelier de perfectionnement d'environ 1 mois en conte et en instruments de musique traditionnelle. Une formation soutenue par le Fonds Maya qui s'inscrit dans le cadre de la phase D du projet Zirini Kalanso de l'association Ngabolohen dirigée par la conteuse malienne Amaïchata Salamata. Le projet est basé sur la paix et la réconciliation. Parce que quand on parle de la paix et la réconciliation, on ne peut pas oublier les enfants et les femmes. Parce que dans le pays, même dans le village ou dans le quartier même, s'il y a un malentendu entre les gens, c'est des femmes et des enfants qui souffrent beaucoup. Donc, quand tu parles de la paix et la réconciliation, tu parles des enfants et des femmes. Les idées de projet, c'est ça. Durant 1h30, les jeunes ont émerveillé le public à travers leurs prestations, notamment de contes au rythme des instruments musicaux traditionnels comme le balanfon et le bara. Une prestation saluée par la représentante du ministère de la Culture, de l'Artisanat, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, qui promet d'aider ces jeunes à retourner sur les bancs de l'école. J'étais vraiment impressionné par la durée de la formation. En 2 mois, 1 mois et demi, les jeunes qui parviennent à maîtriser l'art du conte. Le conte, c'est quelque chose d'ailleurs qui a tendance à disparaître au Mali, que nous devons revivre. Moi, je voulais c'est la culture de l'industrie hôtelière et du tourisme qui m'a chargé de représenter les jeunes. Donc, appuyer ces jeunes-là, même s'il faut collaborer avec des partenaires, notamment le ministère de l'Éducation nationale. L'objectif de cette initiative est de contribuer au développement socio-économique et culturel du Mali à travers l'art. L'initiative entend également faire de ces jeunes des acteurs de changement au sein de la société. J'ai appris beaucoup de choses grâce à cette formation. Salamata nous a sortis de la rue et nous a permis de suivre cette formation. Nous la remercions infiniment pour ce geste. Je peux désormais jouer au balafon ou jouer dans une pièce de théâtre devant un public sans être stressé. Avec ces formations, ces 10 jeunes sont désormais aptes à mener une carrière dans l'art du conte et de la musique traditionnelle.
Mesdames et messieurs, cette édition s'achève ainsi. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de nos programmes sur Joliba TV News. Joliba Afternoon News.